avec un sportif de haut niveau, ancienne gloire du Cameroun, ancien lion indomptable, portier de l'équipe nationale qui a fait les beaux jours de notre équipe nationale. Il s'agit bien sûr de Bell Joseph Antoine qui sera dans l'arène ce soir. Tout de suite, maintenant, on accueille nos différents panélistes qui nous ont fait l'honneur de répondre à notre invitation de ce jour. Professeur Mono Ndiana, bonjour, bienvenue. Bonjour, M. Bouba. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Avec vous, on va évoquer l'actualité internationale avec notamment le Burkina Faso, la République démocratique du Congo, avec cette histoire de la présidence à vie qui divise les populations de ce côté. Comment mettre fin, selon vous, à la tendance pour la révision constitutionnelle en Afrique ? Bon, c'est un problème véritablement délicat parce qu'il s'agit d'un problème à la fois politique, anthropologique et culturel. Je parle d'anthropologie parce qu'il s'agit de voir la conception africaine du pouvoir. Le pouvoir en Afrique était quelque chose, disons, d'éternel. Dans une chefferie, on ne changeait pas le chef tous les 2 ans, tous les 3 ans. Malheureusement, nous sommes rentrés dans la culture, dans la civilisation moderne, dans la mondialisation, et la communauté internationale est en train de nous présenter de nouvelles exigences, à savoir la rotation des chefs, l'alternance, et très souvent démocratique. Je dois dire que ça heurte un peu le fond anthropologique de la conception du pouvoir en Afrique. Ces changements, ces chamboulements, qui s'apparentent à des désordres, à des ruptures par rapport à un projet initial. Mais il faut bien faire avec. Parce que qui n'avance pas recule, on ne va pas s'enfermer dans l'anthropologie culturelle alors que le reste du monde avance. C'est pour cela qu'il y a des difficultés, d'après moi. Et il faut aussi comprendre ces difficultés-là, ces lenteurs et ces résistances inconsciente. Et donc, je veux dire qu'il faut jeter un regard compréhensif sur la manière dont le pouvoir africain développe sa tendance à l'éternité. Mais il faut avancer avec le temps. Il faut accepter de changer. Parce que on ne peut pas demeurer dans l'Antiquité alors que d'autres avancent dans la civilisation du XXIe siècle. Alors pour vous, y a-t-il pas de démocratie universelle ou bien en Afrique c'est une démocratie spéciale, il faut s'adapter aux réalités africaines? Oui, il n'y a pas une démocratie universelle. Parce que si vous prenez le cortège des valeurs que véhicule la démocratie universelle, vous y trouverez par exemple l'homosexualité et qu'on dit une valeur africaine. Alors vous ne pouvez pas imposer l'homosexualité à des gens qui ont toujours été hétéros et leur dit qu'ils sont en train de refuser la modernité et les sanctionner, couper les vivres. Parce qu'ils ont... Nous avons, par exemple, la polygamie. Voilà une valeur anthropologique sûre. Est-ce que l'Occident est prêt à nous accepter avec la polygamie comme une valeur de civilisation? Voilà le problème. Merci professeur pour votre première intervention. Deuxième invité sur ce plateau, Paul Ngouaré Kigui. Paul, bonjour, bienvenue. Bonjour. Vous officiez du côté de CRTV Ouest. Je suis très heureux pour cette énième invitation à participer au débat sur Canal 2 International. Alors, on vous accueille avec un élément de sport, triste élément, j'allais dire. Du côté de l'Algérie, le défunt regretté, on va le dire, est bossé maintenant. Est-ce qu'on peut dire que finalement on a franchi la ligne rouge avec cette histoire? Oui, puisqu'il y a eu mort d'homme. Vous savez, lorsqu'il y a mort d'homme, la ligne rouge est franchie. Et bossé, c'est un petit, entre guillemets, affectueusement, que j'ai connu en tant que reporter sportif au stade municipal de Bafang. J'ai été frappé d'apprendre qu'il est décédé dans ces conditions-là. Et ça laisse beaucoup d'interrogations parce qu'on a fait tous les recoupements. Qu'est-ce qui s'est passé?
on a le sentiment, moi particulièrement, j'ai le sentiment que c'est une main guidée qui a posé l'acte parce qu'on ne comprend pas. On a essayé de faire tous les recoupements. On a vu que c'est au niveau des vestiaires que l'opération a dû avoir lieu. Qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce que c'est un coup monté? Est-ce que c'est un criminel qui a bien huilé sa machine? Alors pour vous, il n'a pas été tué sur le stade, projectile dont on fait allusion. On n'a pas vu cela. En attendant les résultats des enquêtes qui ont été lancées du côté d'Algérie, chacun de nous a essayé de faire ses recoupements. Beaucoup disent que c'est au niveau des vestiaires que le choc aurait eu lieu. Bon, on attend de savoir exactement ce qui s'est passé. Mais on a le sentiment que c'est quelque chose qui a été préparé. D'aucuns disent même que peut-être que c'est un club de supporters. Vous savez, vous êtes reporter sportif comme moi. Avant un match, il y a des parieurs qui peuvent vous couper la tête. Ils demandent, on dit on pose 5 000, 10 000 francs. Qui va marquer le premier but? Qui va gagner le match? Et Bossé, c'était un joueur extraordinaire. Meilleur buteur de son équipe. Meilleur buteur, un joueur extraordinaire. On l'a vu sur les stades ici au Cameroun. Extraordinaire en Algérie. Est-ce que son talent plaisait à tout le monde là-bas? Est-ce qu'il n'y a pas eu une main bien guidée qui a organisé ce crime? On attend de savoir exactement ce qui va sortir de cette enquête. Mais c'est regrettable. Je voudrais quand même louer la mobilisation qu'on a observée au Cameroun autour de la dépouille des Bossé. C'était un joueur talentueux que nous tous, reporters sportifs, avons réussi à rencontrer sur le stade. C'est malheureux. Je tiens à remercier tous ceux qui ont eu beaucoup d'affection, beaucoup de mobilisation lorsque la dépouille des Bossé est arrivée au Cameroun. On attend de savoir. On espère que les résultats de cette enquête lancée du côté d'Algérie nous seront remis ici. On attend donc les hommages tels qu'annoncés par le ministre de la Communication cette semaine pour rendre hommage à ce footballeur camerounais qui est tombé sur le stade du côté de l'Algérie. On rappelle qu'il était sociétaire de la JS Kabylie. On parle sport, mais sur le plan national, avec Sa Majesté qui nous amène des nouvelles de son très cher et grand village Soulé Onoyono, qui n'a pas les attributs de chef aujourd'hui. Soulé, bonjour, bienvenue. Bonjour, monsieur le Boubangomna, et merci de me recevoir à Canal ce matin. Vous parlez bien, n'est-ce pas, du sport local, du sport national. Je pense que nous sommes allés visiter ce qui se passe dans une bourgade qui s'appelle Tchekos. Tchekos, c'est un village perdu dans les montagnes, dans le canton Lemandé, dans l'arrondissement de Bokito. Tchekos, comme beaucoup de villages oubliés, est un bled qui ne connaît pas grande affluence, grande mobilisation, mais à la deuxième édition du championnat Coupe, n'est-ce pas, de football Tchekos, ça a eu lieu cette année et ça s'est achevé en beauté. On a attendu malheureusement les caméras de Canal 2 pour filmer ce grand match de football qui a opposé, n'est-ce pas, Machine contre Bounyaola, et ce match qui s'est soldé par la victoire de Machine 1-0. Et il faut apprécier ici le courage, la témérité et même l'engagement, le challenge du chef de terre, le sous-préfet de Bokito, qui est venu himself présider cette finale de football. Je pense que c'est extrêmement important de dire pour la communauté tchécos, merci à M. Amadou Zama qui est venu avec beaucoup d'autorités administratives et beaucoup d'autorités traditionnelles, le chef de canton, le chef du village tchécos. Vous pouvez savoir ce que c'est un grand match de football de cette envergure dans les montagnes tchécos, les Mandés. Et ce que je voudrais dire, si pour terminer sur la question. Ouais, pour terminer, c'est que le village tchécos, à travers ma personne, parce que j'ai été le parrain de bout en bout de ce championnat qui a duré 2 mois, le village tchécos m'a encore dit de dire merci à un grand homme, monsieur le directeur général de la CNPS, qui a autorisé quelque chose d'inédit, que la sélection nationale, la CNPS, a livré un match à Tchécos, dans les montagnes Tchécos, un match pittoresque, un match de gala, dans lequel on a vu évoluer sur un terrain fabriqué à la main des mondialistes comme Habgans, l'homme, n'est-ce pas, des Jeux Olympiques, Patrice Abanda. Ils sont venus, ils ont joué sur un terrain, comme je dis, fabriqué à la main. Ça, vraiment, c'était important. On a testé comme ça, on cherchait une équipe qui pouvait venir galvaniser les jeunes gens, leur montrer qu'en fait, malgré
toutes les difficultés liées à l'enclavement, une équipe peut venir, on a cherché, on a déposé des demandes de match. Et on s'est retrouvé face, n'est-ce pas, je veux dire, à l'acceptation du directeur général de la CNPS qui a autorisé ce match-là. Monsieur Bouba, j'avoue, il faut le dire quand c'est bon. Et que c'est bon, il faut dire merci. Voilà. Et merci est un mot important. Et nous disons, le TECOS dit merci au directeur général de la CNPS qui a autorisé ce match-là. Au cours duquel c'était fantastique. Fantastique. Peut-être que vous reviendrez sur vos propos pour dire merci également à Canal 2 qui vous a permis tout à l'heure de faire le compte rendu. En attendant, bien sûr, que Canal 2 se rattrape pour la couverture médiatique la semaine pour la saison. Merci. Voilà, pour la saison prochaine. Merci Soulé, j'aime bien chahuter mon grand frère et ami Soulé. Merci pour cette contribution. Quatrième invité sur ce plateau, François Bikoro. Bonjour, bienvenue. Bonjour, c'est toujours un honneur et un plaisir que de me retrouver ici dans cette grande œuvre de construction nationale qui est devenue ZAPRES, Canal Presse. Canal Presse, d'accord. Merci. Avec vous, on parle de l'affaire Iya Mohamed renvoyée cette semaine, tout comme l'affaire Jean-Marie Atangana Mbara, à nouveau renvoyée, et puis Guinée Fa également. Est-ce qu'on peut dire que le TCS, le tribunal criminel spécial, n'a pas échoué dans sa mission d'accélérer les procédures au vu de ces multiples renvois? Le tribunal criminel spécial est né dans un environnement précis, celui de l'inertie, de lenteur, de la difficulté pour les pouvoirs publics, j'allais dire les agents publics, de se rassénérer, de rendre lisible et visible le service à l'usager. C'est dans ce sens, et c'est d'ailleurs une conséquence, qu'on a créé le tribunal criminel spécial pour extraire de cette mouvance de lenteur et d'inertie généralisée et qui est même devenu un principe dans notre pays, qu'on a donc extrait ces gros bonnets pour qu'ils se retrouvent et qu'il y ait une certaine célérité. Mais on ne peut pas oublier que pour arriver au tribunal criminel spécial, il y a des enquêtes qui sont faites, il y a toute une autre armada d'administration qui aurait dû être versée directement au tribunal criminel spécial. Maintenant, il y a la mouvance, c'est-à-dire que notre pays aime toujours créer, je ne sais pas, quelque chose de nouveau. Parce qu'on ne peut pas me dire qu'au même moment, au même jour, presque au même endroit, on amène 4 à 5 gros bonnets pour qu'ils viennent être jugés. Mais on oublie encore que les conditions dans lesquelles, pour prendre le cas de M. Iya Mohamed, a été mis à la disposition de la justice, commande même qu'on recommença tout à zéro pour permettre au tribunal criminel spécial d'avoir tous les éléments nécessaires pour un jugement honorable, pour un jugement qui ne crée plus ni confusion, ni analyse erronée. Mais si M. Iya Mohamed, qui nuitamment s'était retrouvé entre les mains, soit de la police, je ne sais pas comment il s'est retrouvé là-bas, pendant qu'on parlait de Fekafout et tout ce que vous voulez, si c'est maintenant qu'on est en train de chercher les éléments nécessaires pour permettre à ce que le tribunal criminel spécial, qui est le médecin qui reçoit le bébé, mais le bébé est pourri à l'intérieur du ventre, je crois qu'on ne peut pas dire au jour d'aujourd'hui que le tribunal criminel spécial, qui est la conséquence des problèmes qui ont été posés dans notre administration et particulièrement dans notre justice, que celui qui soit la personne à envoyer à la poubelle. En réalité, c'est tout le système qui a un réel problème et ça nous interpelle tous parce que lorsque nous sommes ministres, lorsque nous sommes directeurs généraux, lorsque nous sommes premiers ministres, lorsque nous sommes magistrats, c'est quand nous sommes en fonction que nous devons tout mettre en œuvre pour que les institutions marchent. Ce n'est pas quand on est tombé au banc des accusés qu'on peut se mettre à dire que les institutions ne marchent pas. Donc j'interpelle tous ceux qui sont aujourd'hui en activité dans l'administration, au sein des institutions de la République, de tout faire pour que les institutions soient crédibles, que les institutions marchent rapidement, parce qu'on ne sait jamais, quand on est du bon côté aujourd'hui, on peut se retrouver du mauvais côté. Mais ce qui ne veut pas dire que ceux qui sont du mauvais côté doivent continuer à subir ce qu'ils ont fait subir aux autres. Merci François Bikoro. Le 5e invité ne nous a pas encore rejoint sur ce plateau. C'est un élu local, le maire de Mbalmayo, monsieur le maire qui reste toujours attendu sur ce plateau. On espère que d'ici à là, il va nous rejoindre. Mais avant, on va prendre la première pause de ce programme. Il s'agit de la revue de presse feuilletée pour vous et pour nous. C'est comme tous les dimanches avec Debo Harley en DB.
Bonjour, fête de la semaine, l'hommage de la nation tout entière à nos vaillants soldats tombés sur le champ d'honneur en protégeant l'intégrité de notre pays. Cameroun Tribune retrace les moments forts de cette cérémonie funèbre tenue à la cour d'honneur de la brigade du quartier général sous la présidence du ministre délégué à la présidence chargé de la défense, Edgar Alain Bebe. Une triste reprise par le quotidien du jour pour qui la nation reconnaissante salue la bravoure de 26 éléments sous-officiers tombés sous les balles de la secte Boko Haram et des anti-Balaka à Bangui. Même son de cloche à la nouvelle expression qui rend également hommage à ces vaillants soldats morts pour notre patrie. Et le décès tragique de ces éléments a regaillardi le reste des troupes au front. Boko Haram cette semaine l'a vécu à ses dépens. Les terroristes qui ont tenté plusieurs incursions en territoire camerounais ont trouvé en face une force de frappe impressionnante. 8 de leurs combattants mortellement atteints, la nouvelle expression rapporte qu'ils tentaient de détruire le pont liant Fotokol au Cameroun, à Gambarou au Nigeria. 27 autres, rapporte le messager, ont également été abattus, portant le chiffre à 35. Fuyant la boule de feu de l'armée camerounaise, les assaillants se sont vengés contre les forces de défense du Nigeria qu'ils ont mis en déroute au Cameroun. 700 selon le jour, le nombre de militaires de l'armée nigériane qui ont été accueillis par notre armée à Gazawa. Et en donnant cette information, le quotidien d'Aman Mana pose 4 interrogations. Boko Haram est-elle invincible? L'armée camerounaise a-t-elle la solution? Les autorités administratives ont-elles les moyens? Que peut l'État dans tout ça? Par ces temps où on a du mal à coller des noms sur ce qui se passe dans le septentrion, et voilà qu'une Française spécialiste en questions africaines lance un pavé dans la mare, indiquant clairement, selon Ouest Littoral, qu'il s'agit d'une rébellion armée contre le pouvoir de Yaoundé. Elle va plus loin, ajoute le journal, accusant les pontes du RDPC, origine du Grand Nord, d'être au centre du complot. Le messager reprend le site d'information Mediapart, confirme cette information par ces mots. Derrière la filière locale de Boko Haram, se trame le renversement du chef de l'État. Alors faut-il faire un lien avec l'interpellation de Maître Arissou à Maroua, mutation dont sa une du 28 août dernier faisait savoir que le notaire de Marafa Amidou Yaya et de Iya Mohamed est soupçonné de vouloir déstabiliser le Cameroun en complicité avec l'ex-président centrafricain Michel Djotodia depuis le Bénin. Une information livrée par le quotidien des Aviemesse 2 jours après l'ouverture du procès de Iya Mohamed au tribunal criminel spécial dans l'affaire l'opposant à l'État du Cameroun, lui en tant qu'ex-directeur général de l'assaut des cotons. La même mutation rapporte qu'il a été notifié de 5 chefs d'accusation. Et le procès de Iya Mohamed s'ouvre justement au moment où les tractations vont bon train pour sa succession, pas à la tête de l'assaut des cotons, mais à la présidence de la Fédération camerounaise de football. Encore mutation pour faire la revue de profil des potentiels candidats. Le quotidien en a répertorié 15. Hormis les fans d'une femme à Célestin alias Bebeto, l'illustre inconnu, et Boilamé Mikado, le journaliste, et Joseph-Antoine Bell, qu'on dit candidat du peuple, 12 autres anciens ministres pour certains, anciens et actuels membres de la Fédération camerounaise pour d'autres, bénéficient chacun d'un parent du régime. La bataille s'annonce donc rude. Ce d'autant plus que les hostilités sont lancées côté Lions indomptables avec la mise à l'écart par le sélectionneur national d'une bonne partie, plus de la moitié des joueurs de l'expédition brésilienne, en commençant par le capitaine Samuel Eto'o. Alors, regard croisé de 3 experts à la nouvelle expression. Pour Jean-Bruno Tagne, 80% des problèmes des vestiaires viennent d'être résolus avec cette décision de Volker Finke. Charles Mongué-Mouyeme pense qu'on le veuille ou pas, l'homme d'Eto'o va toujours planer à l'équipe nationale. Et pour Fernand Nkam, enfin, on perd un Eto'o en porte-parole craint. Et au moment où les premières recommandations de la commission Montazin sont mises en œuvre, Repère dévoile quelques pans de ce document de refondation du football camerounais. Cameroun Tribune ne passe pas par 4 chemins pour dire que tout ceci n'est que du saupoudrage, comme quoi la navigation à vue continue. Le quotidien national bilingue a également assisté à l'inauguration de ce qui était hier l'immeuble de la mort. L'infrastructure reprend vie pour parler comme investigation. Pour le journal Le Soleil Nyassa, la CNPS vient de rénover le bâtiment. Un bel exemple pour les entreprises parapubliques qui peuvent elles aussi apporter un secours à l'État du Cameroun pour améliorer son quotidien. À dimanche.
À dimanche, Debo Harley, en DB, tout de suite, on prend la première thématique du jour consacrée, bien sûr, à nos forces de défense sur le front Est et sur le front Nord, notamment avec la guerre contre Boko Haram et puis la Séléka qui menace du côté de l'Est Cameroun. On a suivi avec beaucoup d'émotion la cérémonie d'hommage rendue à 26 soldats camerounais morts pour la patrie qui ont donc reçu des hommages de la nation à Yaoundé. Alors je commence par vous. Comment est-ce que vous analysez une telle cérémonie, professeur Monondiana? Naturellement, c'est une cérémonie pleine d'émotions à la mémoire des soldats camerounais qui sont tombés sur le champ d'honneur. Cette émotion doit être partagée par tous les Camerounais sans exception, quelle que soit la position des uns et des autres. Tous, on devait être là pour saluer la mémoire. Et par notre présence, redonner une nouvelle détermination aux soldats qui se trouvent sur le front. Et je crois que chacun fait un effort d'être là, même à distance. Le problème est celui de se remobiliser davantage et sans aucune faille, à aucun niveau, ni au niveau administratif, ni au niveau logistique. Et il faut aussi un certain regain de patriotisme de la part de tous les intervenants dans la filière de la défense nationale. Ce n'est plus le moment de faire apparaître le jeu des intérêts personnels. Parce que je sais qu'au Cameroun, quelle que soit la situation, le sport, la guerre, dès lors qu'un Camerounais intervient, il cherche d'abord sa part. Il dit ma part est où là-dedans? Et si on amène ce jeu-là au niveau de la défense nationale, ça ne peut pas marcher. Il s'agit là de l'intérêt supérieur de la nation. Bien sûr. Alors François Bikoro, parlant d'hommage rendu à ces 26 soldats tombés sur le champ de la guerre au niveau pour la patrie, d'aucuns estiment que au moins le Premier ministre aurait présidé cette cérémonie du quartier général à défaut d'avoir le président de la République lui-même. Vous savez, Boubangomna, si vous avez bien vu les images, car d'ailleurs c'est Canal 2 qui les a bien montrées, vous aurez dû vous rendre à l'évidence que dans la foule, il n'y avait que larmes. Il n'y avait que larmes et consternation. Ces images interpellaient la République. Ces images interpellaient ceux qui, pendant longtemps, ont cru ou alors ont fait la promotion qu'en réalité, ce qui nous arrive à l'est du Cameroun et dans la partie septentrionale de notre pays, que ce n'était pas un jeu. Ce n'était pas un cinéma du système Biya qui veut encore une autre fois amener les Camerounais à penser à autre chose alors qu'ils ont des problèmes dans leur pays. Et dans ce sens, nous n'avons pas le droit ni le devoir de souiller la mémoire de ces jeunes Camerounais tombés pour la patrie en leur amenant les camounaiseries politiques de notre pays. Du genre, monsieur le Premier ministre aurait dû être là. Il était au stade, Amadou Ahidjo, quelques jours avant qu'on aille au mondial. Et vous avez vu qu'il a pris un drapeau, il a remis un blanc qui a remis un Ghanéen. Non, s'il vous plaît. C'était tellement sérieux. C'est tellement sérieux qu'il faut qu'on oublie un temps soit peu nos débats de sous-quartier. Cette image, je l'ai aimée parce qu'elle interpelle les uns et les autres. Maintenant, nous sommes sûrs que c'est vrai. Au nord, nous sommes attaqués de toutes parts. À l'est, nous sommes attaqués de toutes parts. Nous menons un combat qui n'est pas le nôtre. Il faut que les Camerounais se ressaisissent. C'est dans ce sens que je pense que je félicite
les gens qui... Parce qu'on aurait pu faire, parce que c'est une guerre, c'est des soldats qui, quand ils meurent au champ de bataille, on doit les enterrer. Mais il fallait qu'on montre ces images, parce que dans les quartiers, les gens s'amusent avec le mot Boko Haram, comme si c'était un truc de sous-quartier. Pendant qu'au nord, les gens ne dorment pas. Pendant qu'à l'est, les gens ne dorment pas. Il est temps que ça cesse. Il est temps que ça cesse. Soulé Ounouyono, cette cérémonie d'adieu intervient quand même au moment où l'armée camerounaise a un regain de succès sur le front, notamment dans la partie septentrionale du pays, face à Boko Haram qui a multiplié les attaques cette semaine. Est-ce que, d'après vous, cette stratégie de communication, elle est payante? Je crois que je voudrais d'abord répondre, prendre le contre-pied de M. Bikoro, qui simplifie la question que vous avez posée, celle de l'absence du Premier ministre ou du Président de la République. Quand c'est très sérieux, et là c'était vraiment sérieux, il lui fallut, n'est-ce pas, que le Premier ministre fût là pour davantage galvaniser les troupes. Non plus il n'était là, le Président de la République non plus. Ça veut dire que ça fait problème, que les plus hautes personnalités de la République entretiennent une proximité aérienne avec les choses réelles. Comment pouvez-vous expliquer que pour les gens qui vont courir après une boule d'air, qui sont grassement nourris, bien logés, qu'on leur donne tout ce qu'on leur donne, et que des gens qui vont, n'est-ce pas, sur le terrain de la bataille, au front, pour se battre pour la patrie, qui y vont et qui risquent, qui courent le risque de perdre la vie sans avoir demandé 50 millions pour la prime de participation, qu'il n'y ait rien de tout cela, je trouve cela incroyablement inacceptable. Ce n'est même pas tolérable. Donc, je voudrais dire à François, qui est mon frère jumeau, que même comme il a pris ça un peu dans le style que je connais, mais je pense qu'il faut dire, il faut condamner l'absence du Premier ministre et du Président de la République. Maintenant, pour revenir à votre question, la communication est normale. La communication est normale dans le sens où, pour aller dans le sens de François Bikoro, les gens pensaient que Boko Haram, c'était une plaisanterie. Il fallait montrer aux gens qu'il y a des Camerounais qui meurent au front, qui meurent au champ de tir, qui enfourchent, n'est-ce pas, la Kalachnikov, et parfois même qui vont sans armes à la main et qui meurent parce que le Cameroun n'a pas le matériel de guerre qu'il faut. Les frontières ne sont pas valablement bien sécurisées. Ça fait qu'à un moment donné, on y reviendra, mais je pense qu'une cérémonie comme celle-là, sur le plan de la communication, tape à l'œil et elle appelle à l'union sacrée de tous. Parce qu'il s'agit, comme l'a dit encore, n'est-ce pas, le professeur Monon Diana, c'est une question de patriotisme, c'est la défense nationale. Et, pardon, la défense nationale, il faut que de plus en plus les autorités qui ont pris rendez-vous avec le peuple, c'est lui à qui on a confié le mandat de conduire le peuple, doit comprendre que plus que jamais, on a besoin de lui et que ça arrête la proximité aérienne avec son peuple. Alors, Paul Bouaré, est-ce que la réorganisation de notre armée qui a donné une riposte à Boko Haram cette semaine dans la partie septentrionale du pays, on peut dire que cette réorganisation est payante? Est-ce qu'elle est susceptible de rassurer les populations qui vivent la peur dans le ventre dans cette partie du pays? Tout à fait. Je pense que le chef de l'État a pris une décision très importante. Vous savez, lorsqu'on réorganise, ça permet que le terrain soit davantage occupé, parce qu'on avait l'impression au départ que c'était tout un vide. C'est-à-dire, on vous disait que le commandant de la région réside à Garoua. Garoua-Maroua, c'est 202 km et plus, donc il fallait opérer. Donc, en installant un régiment au niveau de l'extrême nord, je pense que ça a rassuré les populations et c'est venu renforcer le dispositif de sécurité à ce niveau-là. Et voilà quelques résultats déjà. Je pense que si les pouvoirs publics, le chef de l'État décide de continuer à renforcer le dispositif sécuritaire en multipliant l'effectif, en renforçant le dispositif matériel à ce niveau, je pense que ça va porter des fruits. Je voudrais également revenir sur ce que vient de dire Soulé et Bikoro. Le professeur Monon Diana vient de dire que l'heure n'est plus à la division. Donc moi je voudrais tourner le dos à ce débat qui consiste toujours à ramener tout le monde au niveau du nombril, dire que le Premier ministre n'était pas là. Je pense que
le professeur Molo Ndiana vient de dire que l'heure est à Qu'est-ce que vous appelez le débat du nombril? Laissez-le la parole après lui. Et à l'union sacrée derrière nos forces de défense. Dire que le Premier ministre n'était pas là, moi je pense que c'est un très mauvais débat. Parce que ça, c'est un service militaire. Ce n'est pas la première fois que le ministre de la Défense vient au quartier général. Je ne suis pas en train d'évaluer l'envergure de l'événement. Mais vous n'en savez rien, tous les jours, tous les jours, le Premier ministre représente quelque chose. Comment vous pouvez dire que c'est le débat du nombril? Mais vous n'en connaissez rien. D'accord, Souley, vous allez... Non, je ne peux pas le laisser continuer à dire ça. Vous avez la parole à votre tour, Souley. C'est très simple. Non, mais quand il réagit, qu'il sache utiliser les mots qu'il faut. Le débat du nombril, qu'est-ce que vous en savez? Souley, vous calmez. On parle sérieux, hein? Non, qu'il ne fasse pas le nivellement par le bas. Sinon, je répondrai pas sur table. Souley, que le Premier ministre c'est rien? Souley, ne faites pas croire que nous ne sommes pas sérieux sur ce plateau. Lui, il n'est pas sérieux. Non, je vous en prie, Souley. Restez quand même plus sérieux comme vous en avez l'habitude. Quand vous en avez l'habitude, Souley. S'il vous plaît, ce n'est pas un lieutenant qui est venu présider la cérémonie, c'est le ministre de la Défense. C'est lui qui représente la défense camerounaise. Donc, et ce n'est pas la première fois qu'on vit une cérémonie comme celle-ci au niveau du quartier général. C'est vrai que l'envergure n'est pas celle qu'on a l'habitude de voir. Beaucoup auraient quand même souhaité voir le chef de l'État lui-même, qui est le véritable ministre de la Défense. Si le chef de l'État était là, ça allait davantage rehausser l'image. Mais dit que le ministre de la Défense qui était là ne valait pas la peine d'être là. C'est une erreur. Personne n'a dit cela. Alors, on va poursuivre sous les je vous en prie. Je vous sais très sérieux. Si vous ne me donnez pas le temps de réagir, je vous ai dit une seconde. J'ai dit une seconde, s'il vous plaît. Moi, je vais vous donner même plus d'une seconde. Sauf si vous voulez vous substituer au présentateur que je suis. Laissez-moi faire mon travail jusqu'à preuve du contraire, Souley. Alors, professeur Molo Ndiana, sur la question de la communication, est-ce qu'il est toujours judicieux de communiquer chaque fois quand il y a un succès de l'armée sur le front? Mais je crois que c'est la moindre des choses. Il faut communiquer pour rassurer l'opinion. Parce que, vous savez, nos enfants vivent une véritable tragédie quand vous êtes sur le terrain de guerre. Moi, j'ai fait la formation militaire. Et quand j'étais de faction, on faisait semblant, on jouait à la guerre. La guerre, un pays orange nous a attaqués, on nous demandait de nous défendre, d'organiser la défense. Et quand nous sommes là en brousse, dans ce jeu-là, dans cette simulation, on prenait ça au sérieux, on avait de véritables émotions, des émotions métaphysiques et tragiques. On croyait que c'était la vraie mort. Eh bien, quand ces enfants sont là, et ils vivent alors une véritable tragédie. Et je pense que communiquer pour montrer la valeur de leur action et les galvaniser. Le peuple a besoin aussi d'une communication un peu plus complète, à savoir montrer aussi les images de la défaite d'autrui, comment d'autres cadavres sont couchés, étalés. Et ça nous rassurerait davantage. Il ne faut pas seulement communiquer en montrant nos victimes à nous, il faut montrer aussi d'autres victimes, ça nous galvaniserait davantage. Alors, Souley, vous vouliez absolument dire quelque chose, parce qu'on va avancer, si vous permettez, vous avez demandé 30 secondes, je vous en donne 30 secondes supplémentaires pour que vous puissiez apporter quelques précisions. Je veux dire qu'il est difficile d'être au front et de filmer, n'est-ce pas, les gens qui sont tombés, les adversaires qui sont tombés, n'est-ce pas, et qui sont dans le camp de l'ennemi. Je suis d'accord avec vous, professeur, que ça aurait été une belle partie, une autre phase de la communication, mais il est difficile de le faire. Maintenant, ce qui est faisable, c'est que nous soyons solidaires, n'est-ce pas, devant nos morts. Et vous, qui faites de la philosophie, de l'anthropologie, vous savez à quel point c'est important, n'est-ce pas, que le Camerounais verse le deuil est important. Et je voudrais rapidement, pour ne plus revenir là-dessus, dire à M. Paul Ngouaré Kindi, c'est vrai peut-être qu'étant en déphasage, parce qu'il vit à Bafoussam, il y a des choses qu'il ne comprend pas. Le Premier ministre... Bafoussam, c'est une partie du Cameroun. Il est largué un peu. Le Premier ministre, c'est le chef du gouvernement. Et ce sont 26 Camerounais. Je dis bien qu'ils n'ont pas demandé 50 millions chacun pour aller au front, mais qui ont perdu la vie. 26 Camerounais. Vous savez combien de familles? C'est plus de 2 équipes de football qui jouent une partie de 90 minutes. Lorsque, quand on voit l'Occident,
quand un enfant est perdu dans un égout, quand un enfant est perdu par telle ou telle chose, le Premier ministre se déplace, il communique dans la logique, parce que nous sommes là dans la communication. Hein, je ne veux pas faire un cours, n'est-ce pas, de sémiotique ici, mais je dis que la photo est un langage, la présence est un langage. La présence du Premier ministre en l'absence du chef de l'État aurait été une façon de dire la solidarité de la nation davantage. Je ne dis pas que la présence de Bongo n'était pas importante, mais de dire davantage la solidarité de la nation à toutes ces familles qui ont vu leur enfant, vous avez vu leur âge. C'est-à-dire qu'ils n'avaient même rien donné encore à leur famille. Monsieur Bouba, c'est important, les questions qui touchent au social. Nous ne sommes pas en politique. Ici, c'est la société. Et quand c'est la société, il faut savoir dire, il faut savoir se mettre ensemble pour pleurer. D'où, n'est-ce pas, l'union sacrée à laquelle on fait référence. Voilà, on vous a compris, vous avez vu que vous n'avez pas eu besoin d'arracher. Moi, je vous donne la parole aussi, vous n'avez pas eu besoin d'arracher la parole, et puis Paul Ngouaré ne vous a pas interrompu. C'est un démocrate. On poursuit. C'est un démocrate. Vous êtes un antidémocrate, alors. Okay. Alors, on poursuit avec les prouesses de nos forces de défense sur le terrain. Cette semaine encore, on a parlé de tentative de destruction d'un pont entre Fotokol au Cameroun et Gambarou au Nigeria par la secte islamique Boko Haram et la riposte de nos forces de défense. Je crois qu'il va falloir encore beaucoup plus de motions de galvanisation pour que ce genre d'initiative puisse se répéter sur le front. Je vais vous répondre sur deux façades. La meilleure façon de galvaniser nos troupes sur le terrain, c'est que le sous-préfet signe rapidement les actes administratifs des enfants qui font les concours. Que l'enfant, quand il voit la surcharge... Quel est l'impact sur le terrain? Je suis en train de venir. Je ne vous vois pas venir jusque-là. Je vous mets sur la balance les 22 millions de Camerounais pour que vous compreniez qu'il y en a quelques-uns, une infime minorité, qui se sacrifient, pendant que la grande majorité s'arroge le bénéfice de ce sacrifice. C'est pour cela qu'il faut toujours revenir sur l'image. On a amené ces enfants à Yaoundé pour que ceux qui frustrent les Camerounais chaque matin dans les bureaux sachent qu'ils ne sont pas plus importants que ceux qui meurent, tant les habitants de l'extrême nord que de l'est, que les soldats. C'est pour cela que cette image est importante. C'est pour ça que je voulais prendre les deux images. La deuxième chose, c'est de rassurer ceux qui sont au front que la nation est toujours reconnaissante pour ceux qui meurent pour la nation. Que ce soit les journalistes, que ce soit les enseignants, que ce soit tout le monde, lorsqu'il meurt pour la nation, il doit être sûr que la nation est toujours reconnaissante. Donc pour ceux qui sont au front, ils ont vu ces images, ils ont été galvanisés davantage. Ils savent qu'on sait ce qu'ils font là-bas au front. Ils le savent d'autant plus qu'ils vivent avec les populations qui savent que les enfants qu'on voit chaque jour en tenue ont besoin de la collaboration des populations, des pouvoirs publics, des renseignements pour qu'ils continuent de se sacrifier pour la nation. Vous voyez donc que globalement, on se rend à l'évidence qu'on avait cru désespérer dans ce pays qu'il y a plus de gens qui se sacrifient pour la nation. Tellement on parlait de milliards qui se dispersent, on parlait des codes électoraux, on parlait de tout et de rien, au point que le monsieur qui vit au Cameroun et le Camerounais qui vit chez nous avait cru qu'il n'y a personne dans ce pays qui peut se sacrifier pour la nation. Et Dieu seul sait qu'il y en a et ces images nous prouvent à ce. Mais maintenant, est-ce que nous sommes prêts? Est-ce que nous avons la volonté d'être tous des soldats au front? Tous des soldats au front. Paul Ngouaré, quand on voit la manière avec laquelle les choses se passent au front, pendant que les soldats sont au front, il y a les populations qui souffrent. On parle de près de 10 000 déplacements, des gens qui fuient. Comment est-ce qu'on doit faire pour pouvoir rassurer ceux-là qui fuient la guerre et qui vivent la peur dans le ventre? En communiquant, je voudrais dire à mon ami Soulé que pour aller à Bafoussam, je suis le goudron. Je suis arrivé ici très propre. Que lorsqu'on est à Bafoussam, on n'est pas un village. On est connecté sur le monde entier. Voilà. Donc je pense qu'il faut intensifier la communication. Ça permet
de remettre les populations à leur place lorsqu'on ne communique pas. C'est-à-dire, vous voyez des gens qui sont couchés et subitement, les bruits d'obus. Ils prennent leurs enfants, ils abandonnent les enfants, ils prennent leur matelas sur la tête, ils se mettent à se diriger vers une destination inconnue. Je pense qu'il faut d'abord, avant même que les coups de canon arrivent, comme c'est déjà là, il faut sensibiliser les populations, que soyez prêts à tel. Parce que lorsqu'ils ne sont pas sensibilisés, ça crée trop de traumatisme. Et les gens n'arrivent pas à se retenir. J'ai suivi un sous-préfet, un préfet dit ce matin à Cameroun-Colline. Il entrevoyait une rentrée, je ne voudrais pas dire morte, mais timide dans la zone. Il s'est posé la question de savoir qu'est-ce qu'il faut faire. Je pense qu'il faut davantage communiquer. Il faut, à l'époque, on voyait les gens avec les haut-parleurs. Il faut reprendre ces haut-parleurs et sillonner les villages pour dire aux gens que, attention, l'ennemi n'est pas loin, l'ennemi est même invisible et imprévisible. Soyez prêts. Ça permet de les conditionner. Ils sont conditionnés et ils savent que, en cas de, nous devons agir ainsi. Donc, en faisant cela, parce que lorsqu'on ne communique pas, tout le monde est dans un vase. Quand ça arrive, on prend la route, on va n'importe où et on abandonne même ses enfants. Et je pense que c'est très dangereux. Donc j'insiste sur la communication. Il faut beaucoup communiquer. Il faut donner des moyens aux sous-préfets, aux préfets, aux responsables des forces du maintien de l'ordre dans la zone pour qu'ils essaient de sillonner, de ratisser le terrain pour communiquer, informer les gens sur la situation. Parce que j'ai un ami qui m'a dit qu'il ne savait même pas de quoi il était question. Donc ils ont été surpris. Et voilà, il m'a dit aujourd'hui qu'il est à la recherche de ses 2 enfants. Il ne sait pas. Donc, il faut préparer les populations à cela. Il faut même leur dire d'être prêts à agir. Parce que l'éleveur, le maître, tout le monde doit être sensibilisé et informé d'avance qu'il y a un phénomène qui existe et soyons prêts. Alors, Souri, cette semaine, un site français, pour ne pas nommer ce site, Mediapart, estime que, par exemple, le régime Biya est en face d'une rébellion armée qui fonctionne à travers Boko Haram. Ce n'est pas Boko Haram qui est derrière cette affaire. Quelle est la réaction, selon vous, après la publication des informations par ce site? Vous savez, nous publions chaque fois le Messager, Mutation, Canal 2 et les autres des informations qui appellent à un état d'alerte maximum sur ce qui se passe. Mais il a suffi que ces sites français publient un truc comme celui-là, un bide, pour que tout le monde s'enflamme. J'avoue que Fanny Péjo, qui n'est pas à son premier coup, ou c'est Péjo, ou c'est Paju, ou c'est quoi là, dangereuse parce qu'elle vient distraire l'opinion. Autour, n'est-ce pas, de cette question de Boko Haram, pendant qu'on parle d'aller froidement dans cette lutte, que cette femme vienne, n'est-ce pas, avec, n'est-ce pas, c'est-à-dire, je lis un complot français, la même chose qu'on a vu au Mali, la même chose à RCA, plus grave, il y a derrière cette information, cet article, un génocide au tel Rwanda. Ouais. Parce qu'on ne peut pas retourner aujourd'hui les populations à savoir que tel parti veut le pouvoir. Du coup, vous allez révolter les populations du centre-sud-est qui vont se dire non, ce n'est pas notre guerre, c'est les gars qui veulent le pouvoir. Et je voudrais dire une chose, Fanny Péjo ou c'est Pajot n'est pas qualifié. Nous avons des experts ici qui peuvent parler des stratégies de défense. Il y a Mathias Sédiko Onangini, il y a Stéphane Akwa, Joseph Vincent Touda Ebode. Toutes ces personnes bénéficiant, n'est-ce pas, d'une résidence de travail peuvent sortir quelque chose, analyser la situation qui se passe, que ce soit en RCA ou bien au Boko Haram. Je vous dis, l'autre n'est pas qualifié. Donc, il faut en appeler, n'est-ce pas, à la bonne jugeote. Et je voudrais aussi dire autre chose, si vous permettez. On a parlé de la communication. Bouba Ngomna. Quand le sous-préfet de Mouloundou, par exemple, fait une battue, il récupère 3 Kalachnikov,
je ne suis pas sûr qu'il reçoit, n'est-ce pas, une lettre de félicitations de son préfet. S'il reçoit une lettre de félicitations du gouverneur, du MINAB. Quand le sous-préfet de Yokadouma, qui est en frotté, moi j'ai été à Yokadouma, jusqu'à Mobilon, dans la ville diamantaire, il est difficile d'arriver là-bas. Comment est-ce que cela est perçu? Il faut rebooster, n'est-ce pas? Il faut remettre ces gens en confiance pour que leur descente sur le terrain à la rentrée, parce que c'est eux qui vivent, n'est-ce pas, qui vivent la question des réfugiés, c'est eux qui vivent telle ou telle chose. Et l'autre chose, si vous voulez que je chute, parce que c'est important de le dire. L'autre chose que je voudrais dire, c'est que pendant que tout cela se passe, le chef de l'État, qui est allé sur le perron de l'Élysée, dire « Nous venons déclarer la guerre au Boko Haram », il est ouf. Vous savez aujourd'hui qu'il y a une polémique. On ne sait pas si O, c'est O-A-U ou bien O-A-U-X. Le chef de l'État, plus que jamais, doit être là. Vous ne pouvez pas faire une déclaration de guerre contre un ennemi et vous-même, vous dites, ces détracteurs disent qu'il est en situation de vadrouille dans une ville quelque part. Je pense que le chef de l'État doit être là. Parce qu'il est ne l'oublions pas, il est le chef supérieur, il est le chef suprême des armées. Si aujourd'hui, permettez, c'est la chute, vraiment la chute. Si aujourd'hui, il y a une décision fondamentale qui doit être prise devant les caméras de la télé. Où est-ce que le chef de l'État va faire cette déclaration? Depuis la téléphonie gouvernance, depuis la télé-gouvernance, là où il est, je pense que le chef de l'État doit déjà revenir. Il commence à beaucoup manquer parce qu'il y a des décisions qui doivent être prises et qui ne peuvent être prises que par le chef suprême des armées. Je suis entièrement d'accord avec vous, juste peut-être pour préciser que le chef de l'État n'est pas en vadrouille. J'ai dit que ce sont ces détracteurs qui le disent, c'est pas moi. Je ne suis pas d'accord avec ces détracteurs. Voilà. Il ne vadrouille pas un chef de l'État. C'est pas moi qui le dis. En tout temps et en tout instant. Alors sur cette question de Mediapart, vous avez une réaction sur la question, professeur Monondiana? Oui, je pourrais dire que Soule peut avoir raison d'un côté, parce que quand la situation est grave, il faut faire fonctionner tous les symboles de l'État, tous les symboles du pouvoir. Si le président de la République est occupé ailleurs, il fallait au moins que le Premier ministre soit là. Je parle de symboles. Il symbolise l'autorité de l'État. Et quand on se penche sur des cadavres, sur les morts, on devait voir son buste se pencher sur les 27 cercueils. Et ça, c'est un signe fort. Je pense donc que la communication de l'État devait veiller à tous ces petits signes. Pour en revenir à l'information de Mediapart, je pense que nous-mêmes, nous devions analyser. Moi, je ne prendrai pas l'information à la légère, parce qu'il y a une logique dans la stratégie des États. Boko Haram est un mouvement nigérian. Si Boko Haram doit déclarer la guerre, doit faire la guerre aux Camerounais, il faut qu'il y ait des objectifs. Parce que toute guerre est une guerre pour quelque chose. Alors, ce que Boko Haram veut au Nigeria, c'est la partition du pays, la création d'une république islamique au Nigeria. Je ne pense pas que le vrai Boko Haram peut venir développer les mêmes prétentions au Cameroun, qui n'est pas son pays. Qu'est-ce que cela veut dire? Ça veut donc dire que s'il y a un mouvement à l'intérieur du pays avec l'appellation de Boko Haram, ce Boko Haram-là est hors sujet. Boko Haram du Nigeria ne peut pas venir développer la partition, le projet de partition du Cameroun. Ça suppose donc que ça n'est pas un Boko Haram du Nigeria, mais un Boko Haram local. Alors celui-là, que veut-il en empruntant les vêtements et l'idéologie du vrai Boko Haram, qui est une idéologie islamiste? Voilà la vraie question. Alors François Bikoro, sur la question de Mediapart, un comité basé en France estime que les informations diffusées par Mediapart et la presse en rapport avec la déstabilisation du Cameroun participent non seulement au lynchage médiatique, mais également à porter atteinte à l'union sacrée entre les Camerounais, à faire monter les Camerounais du Nord contre les Camerounais du Sud. Je voudrais d'abord vous rappeler la singularité de cette guerre. C'est qu'en réalité, nous combattons contre le vent. On n'a pas mis un visage
C'est pour cela que ces enfants qui sont morts ne doivent pas être morts pour rien. On n'a pas un visage devant les gens. Nous sommes à l'est et au nord. Nos délits de faciès ne permettent pas qu'on dise qu'il y a Boko Haram, qui ne l'est pas. Parce que c'est une organisation asymétrique qui ne dit pas ce qu'elle est, mais on voit seulement les actes. Ça peut faire en sorte que même quand ce n'est pas lui, si les actes sont similaires, si les gens sont habités de mauvaises intentions, ça peut se donner. Mais Soula a rappelé quelque chose de fondamental. C'est pour cela que, contrairement à ceux qui pensent, je prends très au sérieux ce que Fanny Péjo a dit dans Mediapart. Parce que Boko Haram fait partie d'un continuum du terrorisme international qui a un objectif précis par rapport à l'Occident. Il ne faut pas se le leurrer. Boko Haram est comme AMI, comme toutes les autres organisations que vous voulez, et qui, dès le départ, ont dit ce qu'elles veulent faire. Est-ce que Fanny Pinjot ne nous informe pas qu'une institution européenne, je ne veux pas la nommer, est en train de chercher les voies et moyens pour nous venir en aide contre une rébellion? Est-ce qu'elle ne nous rappelle pas qu'on est en train de fabriquer une rébellion? Est-ce qu'elle ne nous demande pas de suivre l'exemple de la RCA, où les gens avaient un petit problème de pouvoir? Et c'est toujours dans un média français qu'on a appris que c'était une affaire de musulmans et de chrétiens. Et les gens se sont mués en musulmans et chrétiens. Je crois qu'il faut prendre ça au 3e degré, au 2e degré, ne pas prendre ça à la légère, comme je le disais. C'est une forme de communication subliminale. Parce que vous regardez seulement le mot rébellion. Fanny Pinjot a été claire que du fait des arrestations d'un certain nombre de personnes, c'est écrit noir sur blanc, les élites du Nord financent Boko Haram. C'est là que je suis d'accord avec vous, que s'étant rendu compte que nous ne voulons pas faire le combat à la place du Nigeria. Nous ne pouvons pas confondre Boko Haram au Nigeria, puisque nous avons une guerre avec le Nigeria. En ce qui concerne Bakassi, il n'y a pas eu de délit de faciès. S'étant rendu compte certainement que la réorganisation de l'armée permet de renvoyer Boko Haram là où il devrait se trouver depuis 2000. Veulent maintenant créer un retournement de situation pour empêcher les populations d'être avec nous. Et comme l'a dit Soulé, l'ensemble du pays, une union sacrée de ses forces de défense, nous sommes au Cameroun. Nous sommes dans une fin de règne. Ce n'est pas mon nom, il y en a qui va me démentir. Donc je crois qu'il faut prendre ça au sérieux. Par contre, je suis d'accord avec lui. Ce n'est pas une journaliste qui a écrit. Et je suis encore moins d'accord avec un certain type de presse qui relaie entièrement ce type d'information. Parce que nous aidons un certain nombre d'intérêts non identifiés mais mafieux à disséminer au sein de nos subconscients que ce n'est pas la vraie guerre que nous sommes en train de faire. C'est des gens et des autres qui... Deux dernières questions, l'avant-dernière pour vous, sur la question de l'union sacrée. Est-ce que ces informations ne sont pas susceptibles à monter les Camerounais les uns contre les autres? Moi, je ne sais pas pourquoi est-ce que ces informations-là... je voudrais insister sur quelque chose. Je pense que pour gagner ce combat, on parle beaucoup plus d'union sacrée. L'union sacrée autour de quoi et comment? J'ai le sentiment que ce qu'on appelait, ou alors ce qui est toujours appelé renseignement, est négligé au Cameroun. Est-ce qu'il faut attendre que ce soit dit de l'extérieur pour prendre ça au sérieux ici? La presse relaie ce genre d'informations au quotidien. Mais quand c'est dit ici au Cameroun, j'ai le sentiment que la presse camerounaise n'est pas prise au sérieux. Moi, j'ai vu un confrère soutenir un débat sur une télévision qui disait que l'affaire Boko Haram, qu'il a fait le tour des ministères ici à Yaoundé depuis 5 ans, que personne ne l'a reçu. Il a même laissé ses cartes de visite. Il a simplement sollicité à être reçu par une personnalité. Je pense qu'il faut renforcer le renseignement. Et le renseignement devrait, s'il vous plaît, selon moi, franchir le seuil des hommes en tenue. Parce que ce n'est pas uniquement ces gens-là qui doivent apporter le renseignement. Tout le monde devrait servir à donner le renseignement. C'est-à-dire, nous sommes face à des invisibles. Ils sont habillés comment? Ils sont chaussés comment? Ils ont quelle arme? Ils sont formés où? Quel effectif? Leur colonel, leur commandant, leur capitaine, c'est qui? On ne sait pas. Moi, je pense qu'il faut renforcer le renseignement, que ce renseignement aille de part et d'autre. Et que tout ce que la presse camerounaise dit doit être pris au sérieux, s'il vous plaît. Parce que
faut pas seulement attendre qu'on dise qu'il a diffamé tel, mais il y a des informations que la presse camerounaise véhicule qui méritent d'être prises très au sérieux. Il ne faut pas qu'on attende que ça vienne de la France ou des États-Unis pour commencer à réagir. La presse, un organe de presse, un journal vous donne une information, il faut prendre ça au sérieux. Ça fait une piste qu'on doit exploiter pour développer le travail qu'on a fait sur le terrain pour ce combat. Alors, on sort de cette question, une question pour vous, professeur, peut-être vous voulez réagir à cette suite, après on termine par Soulé. Poursuivre son raisonnement, parce que quand on reçoit une information comme celle-là, il y a des mots qui ont une résonance. Oui. Le mot rébellion. À partir du moment où on commence à insinuer ce mot dans l'information, il faut voir qu'est-ce que ce mot a produit comme conséquence dans le monde. Oui. Dès lors qu'on parle de rébellion, sachez que il y aura la communauté internationale pour venir éteindre la rébellion, oui, et s'installer. Des armes qui seront Alors proposées. Quand ça arrive déjà comme ça, ne prenons pas ça au premier degré. Ça veut dire qu'il y aura un développement à partir de ce terme. Il y a des actions. Alors c'est mieux de parler de Boko Haram que de parler de rébellion. Non, ils ont bien fait d'attirer l'attention sur l'existence d'une rébellion possible. Et dès lors qu'il y a une rébellion possible, il y a une communauté internationale possible aussi pour venir éteindre la rébellion. Ça, c'est des grandes stratégies de la communauté internationale. Soulé, on sort par là sur la question de la déstabilisation du Cameroun. Cette semaine, le notaire de Marafa Amidou Yaya, maître Abdoulaye Arissou, a donc été arrêté par la DGRE. On l'accuse, entre guillemets, de vouloir déstabiliser le Cameroun à travers Séléka, par la région de l'Est du Cameroun. Vous croyez que ces accusations sont fondées? Vous savez, je ne suis pas spécialiste du renseignement, je ne suis pas spécialiste de X ou Y choses, mais je pense que nous, jusqu'à maintenant, nous sommes dans le cadre du soupçon. Et puis, je voudrais aussi très rapidement balancer le fait qu'on semble donner l'impression que Maraf a fait trop peur. Plus ça enfle, plus la surenchère crée la psychose et même la panique. Et c'est en cela que je dis qu'il faut faire très attention. Je n'ai pas voulu, François, je n'ai pas voulu jeter le bébé avec l'eau du bain par rapport à la sortie de Fanny. Je ne veux pas tout simplement qu'on fasse une fixation là-dessus, oui, parce que ça va créer la peur. Oui. Mais en second degré, ça peut être un ballon d'essai. Oui. Ça peut être un article commandé pour voir comment l'opinion populaire va prendre cela, afin que naissent les vrais chefs de guerre qui vont engager, n'est-ce pas, qui vont se mettre en position, n'est-ce pas, de guerre de tranchées pour engager la vraie guerre. Et quand on dirait que non, on avait déjà, je pense, Bouba Ngomna, que pour l'instant, le notaire qui a été pris, on ne peut pas encore valablement. Je crois que c'est même un peu, c'est à la limite bête de prendre ces gens-là et que ça fasse la publicité dans les médias. On doit prendre ces gens de type doucement, les exploiter, et que ça soit fait dans le huis clos possible. Mais dès lors qu'on a le sentiment que derrière, il y a des gens absolument qui veulent faire dans le sensationnel. Le renseignement ne se fait pas dans le sensationnel. On ne cuisine pas quelqu'un de qui on va obtenir de bonnes informations dans le sensationnel. C'est pour ça que je dis encore, Bouba, qu'il faut que le chef d'État revienne diriger son pays. Je ne suis pas d'accord que voilà la deuxième catastrophe qui arrive à l'extrême nord. La première, les inondations. Le nord, l'extrême nord n'a pas vu le chef de l'État. La deuxième est les catastrophes humaines avec Boko Haram, des gens qui meurent, n'est-ce pas, comme de mouches en sursis. Il n'y a pas le président de la République. Pourtant, aucune élection n'est gagnée par le parti de Biya, ni même par lui-même, tant qu'on n'a pas fait le dépouillement à l'extrême nord qui constitue le bétail électoral. Je pense que le chef de l'État doit être là et qu'il, n'est-ce pas, organise un certain nombre de choses parce que on se retrouve dans une situation où quand il n'est pas là, c'est comme dit la maxime, le chat parti, les souris dansent et chacun danse selon, n'est-ce pas, ce qui est culturel dans son village, le tango, la danse bafia et tout le reste. Si c'est pour, ça peut vous rassurer. Une source digne de foi indique que le président rentre bientôt et il sera dans la partie régionale dans les jours. D'accord, tant mieux. Ça c'est pour vous rassurer. De source sûre. Tant mieux. Une seconde, c'est pas pour contredire Soulé. Vous en avez le droit d'ailleurs, c'est pas parce que vous êtes à Bafoussam. Pour gagner cette bataille aussi, Bafoussam, c'est le chef de l'État. Pour gagner cette bataille, il faudrait que chacun de nous évite la stigmatisation.
C'est-à-dire qu'on dise que Paul Ngouaré, comme il est de Yoko, comme je suis de Yoko, que je ne peux pas donner l'information. Ou alors comme il s'appelle Ibrahim, il ne peut pas être un élément d'information. Ou alors comme il s'appelle Achou. Vraiment, si nous voulons gagner cette bataille, il faut que nous soyons en rang serré. Qu'on évite de stigmatiser des régions ou des ethnies ou tout ça. Parce que ça fauche tout. Quand on dit tel est Eton, tel est Boulou, ça gâte tout. Ça empêche que les services de renseignement puissent travailler. Ça empêche même, ça altère même le moral de nos forces de sécurité. Parce que le renseignement doit venir de part et d'autre, mais évitons la stigmatisation. Évitons la stigmatisation. Non, nous sommes tous d'accord. Il faut pas stigmatiser. On sort par là en 30 secondes rapidement. Les images comme celles que nous avons vues sont bonnes, c'est la communication. Mais il y a aussi des images que nous ne devons pas faire voir. Il y a des mots qu'on ne doit pas utiliser. Il y a des choses qu'on ne doit pas dire. Parce que je vous ai dit, Boko Haram est une nébuleuse. Il peut être à Yaoundé en train de nous observer et avertir les gens qu'on dit que tel n'est pas bon, il n'y a pas l'armement, il n'y a pas ceci. Donc, il y a tel endroit, il y a tel endroit. Donc, j'en appelle aux uns aux autres, surtout à la presse, qu'il y a un certain type de choses qu'on ne doit pas dire quand nous sommes dans ce genre de situation. C'est pour ça que j'ai appelé les camerounaiseries politiques de notre pays. Donc, il y a ce qu'on appelle souvent, comment on appelle, l'embargo. Embargo, sur un certain nombre d'informations. Je crois que même dans les écoles de journalisme, ça s'enseigne. L'embargo psychologique, c'est-à-dire, il y a des informations qu'on donne. Les Dani Penkwa, là, moi, j'aurais été journaliste à cette époque-là. Mais ça ne peut pas passer dans mon journal. Par exemple, on aurait fait l'embargo du chef. Et qu'on dise, Maître Arissou, l'avocat de Iya Mohamed et de Marafa. Ah, c'est pas différent de Fanny Pigeot qui dit qu'il y a rébellion au Cameroun. S'il vous plaît, faisons très attention. En tout cas, si nous faisons très attention. Merci, cher monsieur, pour cette première thématique. Juste une petite respiration et puis on parle sport avec nos invités. Lions indomptables, balle au centre pour la reconstruction. Est-ce qu'il s'agit d'une véritable reconstruction? On a assisté depuis 2 semaines maintenant à des nominations au sein de l'encadrement technique de l'équipe nationale du Cameroun, comme l'équipe également administrative a été renouvelée. L'équipe a été changée pratiquement à près de 80%. Peut-on d'ores et déjà parler d'une reconstruction au sein de notre équipe nationale, Paul Ngouaré Kingi? Tout à fait, au regard des changements, à toute reconstruction, on a toujours des nouveaux pions qui arrivent. Ce n'est pas le professeur Monondiana qui va me démentir. Il y a reconstruction parce qu'il y a des nouveaux hommes qui sont arrivés. Et c'est déjà quelque chose de très, très bon, selon moi. Et je pense que dans le souci d'efficacité, des résultats, il faut de temps en temps requinquer les équipes. Je veux citer le feu ministre de l'administration territoriale, Gilbert André Tchungi, qui à l'époque justifiait pourquoi à chaque 3 ans, il faut bouger les sous-préfets et les préfets et autres. Il disait ceci: première année, le sous-préfet est efficace, deuxième efficace, troisième, vous allez commencer, que les sous-préfets m'excusent, hein, c'est le feu André Tchungi disait, oui. Troisième année, ça commence à baisser. Vous allez le retrouver dans les affaires de lopin de terrain. Il a sauté telle fenêtre, il boit au quartier avec les villageois et il devient off. Donc pour moi, de temps en temps, il faut réchauffer les équipes. Pas seulement au football, hein, partout. Hein, il faut réchauffer les équipes. On a donc réchauffé et ils sont là. Mais quand il faut réchauffer les équipes, il faut réchauffer tous les secteurs. Moi j'ai un problème toujours avec l'entraîneur, excusez-moi. J'ai toujours ce problème avec l'entraîneur Finke. Il nous a été rapporté ici que Finke a amené, si c'est 5 ou 6 ou 7 ou 10 joueurs malades. Pour être précis, 12. Voilà, 12 joueurs malades. Ça dit que le docteur amène des malades. Et quand il y a échec, on exclut les malades et on le maintient. Mais c'est dangereux ça. Peut-être que ces adjoints ont payé. Parce que ces adjoints. Non, il doit partir. Vraiment. Même un enfant à l'école primaire, quand on lui dit 2 plus 2, n'allez pas dire 5. Dites-lui que c'est 4. Donc, pour moi, c'est une bonne chose. Et je vais chuter, s'il vous plaît. Mais il ne faut pas que les fans clubs dans les quartiers alimentent la presse, les débats, pour laisser l'impression que
ici on a réglé les comptes, là-bas on a voulu faire ceci, là-bas on a voulu. Donc je pense que c'est une bonne chose, mais j'espère qu'il n'y a pas eu de relents de règlement de comptes dans ce mouvement-là. Alors, professeur Hubert Monondiana, est-ce que avec l'avènement d'un nouveau capitaine dans la tanière, d'un nouveau directeur administratif, d'un nouveau médecin, d'un nouveau team manager qui, au passage, a été limogé cette semaine, est-ce que cela peut changer quelque chose dans la tanière des Lions Indomptables? Pour revenir aux hommes anciens, je reviendrai à Sengako, qui avait dit que le renouveau ne signifie pas nécessairement les hommes nouveaux. Donc, il faut nuancer, n'est-ce pas? Donc, pour moi, et de façon globale, bon, je parle parce que vous m'avez posé la question, pour moi, je dis que c'est inessentiel. Tous les débats qu'on mène sur le football, c'est quelque chose d'inessentiel dans un pays en développement. Tous ces jours-ci, on ne parle que des taux, qui a mis un but, qu'on a renvoyé à tort, que ceci, que cela. Je dis que quand quelqu'un a fait une faute, il doit payer. À partir du coup de tête que Eto'o avait donné à quelqu'un, pour moi, il ne comptait plus pour moi moralement, au plan éthique. Et dans ce pays, nous avons l'habitude que lorsque quelqu'un est célèbre, quoi qu'il passe par la suite, il est toujours en oubli. Il est toujours absous. Et alors, on continue. Nous avons ça dans le gouvernement, nous avons ça partout. Dès lors que les hommes sont déjà célèbres, avec leur argent, ils peuvent commettre toutes les fautes et le peuple se fâche quand on veut les sanctionner. Bon, pour moi, le renouveau valait la peine. Le renouveau valait la peine parce qu'on a connu quand même des déceptions. Malheureusement, le réflexe typiquement camerounais a rejoué là. On a demandé, on a créé une commission d'enquête. C'est-à-dire dans ce pays, lorsqu'on veut déjà noyer vite un problème, on crée une commission d'enquête et le problème demeure tel quel. Depuis qu'on a créé la commission d'enquête, où sont les résultats de l'enquête? On voit seulement les conséquences. Est-ce que sur cette question, les changements entamés ne doivent pas, par exemple, se poursuivre à la tête du ministère des Sports jusqu'à la FECAFOOT? Je voudrais dire que, contrairement à ceux qui se plaisent à penser que c'est une bonne chose, l'équipe nationale du Cameroun, ce n'est pas la reconstruction, il faut la refondation. Il faut la refondation parce que justement, je vais parler là comme les informaticiens. Le virus qui a gangréné l'équipe nationale du Cameroun aujourd'hui est enveloppé par des résistances. Donc, une toute bonne information, c'est qu'en ce moment-ci, il faut changer le disque dur. Il faut tout faire, il faut tout chambouler. Parce que, premièrement, Finke manque d'honneur. Il aurait pu négocier, n'est-ce pas, son départ. Parce que je ne comprends pas comment il a vite fait de balancer certaines personnes comme Eto'o. Il a sauvé sa peau, il ne peut plus rien. On lui colle maintenant, n'est-ce pas, des pions. Donc il a refusé les résultats. Ces personnes, Alexandre et Ndjongep étaient allés regarder certains matchs. Mais on n'en sait rien parce que le rapport est tabou. Non, je ne parle pas de ça, professeur. On avait envoyé Ndjongep et Alexandre Belinga voir les matchs des adversaires à la Coupe du Monde. Ils ont venu, ils ont donné le résultat à Finke. Finke a dit, foutez la paix avec. Aujourd'hui, c'est les adjoints de Finke. Finke n'a pas d'honneur, il doit partir. Maintenant, lorsque la FECAFOOT et tout le monde a réglé le cas Eto'o, en mettant Sombanak, il faut qu'il parte. Sombanak n'a plus sa place là. On l'a enlevé déjà. Hein, bon, tant mieux. Tant mieux si on l'a enlevé, parce que justement, ça devait être compliqué. Mais il y a quelqu'un, aujourd'hui, qu'on doit féliciter, avec qui il est capable de montrer beaucoup de choses au Lion, c'est Patrick Mboma. Personne ne s'imagine que Patrick Mboma, de toutes les grandes victoires, 2000, 2002, c'est Patrick. Personne ne revoit le but magique, match amical Cameroun-France. Personne ne voit que c'est Patrick Mboma, à un moment donné, qui disait à Eto'o, stop. Et Eto'o disait stop. Mais la dernière chose, pendant qu'on parle de la refondation, il faut que la présidence de la République arrête. Parce qu'au niveau de la présidence de la République, on a le président de la République qui décide sur les Lions Indomptables. On a la présidente de la République qui décide sur les Lions Indomptables. On a le secrétaire général de la présidente de la République qui décide sur les Lions Indomptables. On a maintenant la présidence de la République avec ce que ça comporte comme ministre délégué, conseiller, qui décide des Lions Indomptables. Et quand on descend maintenant, on a le Premier ministre.
Et lui, et vous savez qu'actuellement, c'est un autre vrai Premier ministre qui décide des Lions indomptables. Je ne vais pas donner le nom parce que c'est votre famille, Bouba Ngomna. Vous avez le ministre qui est là, qui regarde Agar, qui est perdu, qui ne sait même pas de quoi il s'agit et qui est obligé. Et maintenant, il y a la FECAFOOT qui, en novembre, aura un président. Donc tout cela mérite d'être mis en musique pour qu'on sache effectivement en termes d'harmonie. Il faut un chef mais il faut d'abord passer. Il faut un arrangeur. Il faut un arrangeur. Monsieur, professeur Mono Dena, je vais vous expliquer. Je voudrais conclure pour dire qu'en ce moment-ci, il faut qu'on sache qui s'occupe de l'équipe nationale. Est-ce la présidence de la République qui nomme les entraîneurs? Est-ce le ministère des Sports qui en réalité est là comme ça, ou alors la FECAFOOT? Il faut qu'on sache de telle manière que quand il faut dégager les responsabilités, qu'on sache vers qui s'adresser. Tant que cela n'est pas fait, vous savez qu'en langue bantou, il y a une maxime qui dit qu'un enfant dont plusieurs personnes s'occupent se brûle. Parce que chacun, parfois, s'en fout. C'est entendu. C'est comme la femme qui fait la cuisine. Quand vous mettez 5 femmes pour faire la sauce d'arachide, vous êtes sûr de vous retrouver avec beaucoup de sel, parce que chacun sera venu mettre sa part de sel. Merci Soleil pour votre gouverne. Je signale que j'ai beaucoup d'amis, vous en faites partie, des amis ici, ailleurs également. Donc s'il n'y a pas de raison de ne pas parler de mon ami, c'est pas une question d'amitié. Alors, on 5 minutes, pas le nom. 5 minutes justement pour la fin de ce programme du côté de la région. On va aller au pas de course. On parle d'un rajeunissement de l'équipe. Est-ce qu'on peut s'attendre à un résultat immédiat, par exemple, quand on sait qu'on a interpellé le 6 contre la RD Congo et le 10 ici contre la Côte d'Ivoire? Doit-on s'attendre à un résultat immédiat? Je n'aurais pas passé 23 ans dans la presse pour ne pas vous dire comment les choses doivent se passer. Mon âge ne me le permet pas. Il y a un immeuble au rond-point de la poste centrale à Yaoundé qui, depuis, s'appelait immeuble de la mort. Le système BIA a voulu que les gens qui ont mal construit l'immeuble reconstruisent l'immeuble. Jusqu'au jour où le DG qui allait dans la brousse de Tékos allait aider les gens de Tékos à savoir qu'ils sont au Cameroun, a décidé, contre vents et marées, de remettre cet immeuble en flambant neuf. Et la première réaction de ceux qui l'avaient mal construit, c'était de venir arracher les clés et de dire qu'il ne faut pas que Paul Biya sache que c'est lui qui a construit. Où voulez-vous nous amener? Vous allez comprendre. Pour reconstruire, il faut qu'on ait construit. Il faut qu'on ait détruit ce qu'on a construit. Soit par soi-même, soit par le vent ou tout ce que vous voulez. C'est pour ça que j'ai parlé de l'immeuble. Dans le cas d'espèce d'équipe. Maintenant, il faut que... Qui a détruit? Je dis que... J'en viens. Pourquoi vous m'arrêtez en cours de route? Parce que la régie... Mais la régie va comprendre. Je vais très rapidement. Maintenant, il ne faut pas que le même architecte... Il faut la refondation parce que, justement, je vais parler là comme les informaticiens. Le virus qui a gangréné l'équipe nationale du Cameroun aujourd'hui est enveloppé par des résistances. Donc, une toute bonne information, c'est qu'en ce moment-ci, il faut changer le disque dur. Il faut tout faire, il faut tout chambouler. Parce que, premièrement, Finke manque d'honneur. Il aurait pu négocier, n'est-ce pas, son départ. Parce que je ne comprends pas comment. Il a vite fait de balancer certaines personnes comme Eto'o. Il a sauvé sa peau. Il ne peut plus rien. On lui colle maintenant, n'est-ce pas, des pions. Donc il a refusé les résultats. Cette personne, Alexandre et Ndiongep étaient allés regarder certains matchs. Mais on n'en sait rien parce que le rapport est tabou. Non, je ne parle pas de ça, professeur. On avait envoyé Ndiongep et Alexandre Belinga voir les matchs des adversaires à la Coupe du Monde. Ils ont venu, ils ont donné le résultat à Finke. Finke a dit foutez la paix avec. Aujourd'hui, c'est les adjoints de Finke. Finke n'a pas d'honneur, il doit partir. Maintenant, lorsque la FECAFOOT et tout le monde a réglé le cas Eto'o en mettant son Banak, il faut qu'il parte. Son Banak n'a plus sa place là. On l'a enlevé déjà. Hein. Donc, tant mieux. Tant mieux si on l'a enlevé, parce que justement, ça devait être compliqué. Mais il y a quelqu'un, aujourd'hui, qu'on doit féliciter, avec qui est capable de montrer beaucoup de choses au Lion, c'est Patrick Mboma. Personne ne s'imagine que Patrick Mboma, de toutes les grandes victoires, 2000, 2002, c'est Patrick. Personne ne revoit le but magique
match amical Cameroun-France. Personne ne voit que c'est Patrick Momba à un moment donné qui disait à Ito stop. Et Ito disait stop. Mais la dernière chose, pendant qu'on parle de la refondation, il faut que la présidence de la République arrête. Parce qu'au niveau de la présidence de la République, on a le président de la République qui décide sur les lions indomptables. On a la présidente de la République qui décide sur les lions indomptables. On a le secrétaire général de la présidence de la République qui décide sur les lions indomptables. On a maintenant la présidence de la République avec ce que ça comporte comme ministre délégué, conseiller, qui décide des lions indomptables. Et quand on descend maintenant, on a le premier ministre. Et lui, et vous savez qu'actuellement, c'est un autre vrai premier ministre qui décide des lions indomptables. Je ne vais pas donner le nom parce que c'est votre ami Bouba Ngomna. Vous avez le ministre qui est là, qui regarde Aga, qui est perdu, qui ne sait même pas de quoi il s'agit et qui est obligé. Et maintenant, il y a la FECAFOOT qui, en novembre, aura un président. Donc tout cela mérite d'être mis en musique pour qu'on sache effectivement en termes d'harmonie. Il faut un chef d'orchestre. Mais il faut d'abord passer. Il faut un arrangeur. Monsieur, professeur Mono, je vais vous expliquer. Je voudrais conclure pour dire qu'en ce moment-ci, il faut qu'on sache qui s'occupe de l'équipe nationale. Est-ce la présidence de la République qui nomme les entraîneurs? Est-ce le ministère des Sports qui en réalité est là comme ça, ou alors la FECAFOOT? Il faut qu'on sache de telle manière que quand il faut dégager les responsabilités, qu'on sache vers qui s'adresser. Tant que cela n'est pas fait, vous savez qu'en langue bantou, il y a une maxime qui dit que un enfant dont plusieurs personnes s'occupent se brûle. Parce que chacun, parfois, s'en fout. C'est entendu. C'est comme la femme qui fait la cuisine. Quand vous mettez 5 femmes pour faire la sauce d'arachide, vous êtes sûr de vous retrouver avec beaucoup de sel, parce que chacun sera venu mettre sa part de sel. Merci Souley pour votre gouverne. Je signale que j'ai beaucoup d'amis, vous en faites partie, des amis ici, ailleurs également. Donc, s'il n'y a pas de raison de ne pas parler de mon ami, c'est pas une question d'amitié. Alors, on 5 minutes justement pour la fin de ce programme du côté de la région. On va aller au pas de course. On parle d'un rajeunissement de l'équipe. Est-ce qu'on peut s'attendre à un résultat immédiat, par exemple, quand on sait qu'on a interpellé le 6 contre la RD Congo et le 10 ici contre la Côte d'Ivoire? Doit-on s'attendre à un résultat immédiat? Je n'aurais pas passé 23 ans dans la presse pour ne pas vous dire comment les choses doivent se passer. Mon âge ne me le permet pas. Il y a un immeuble au rond-point de la poste centrale à Yaoundé qui depuis 1985 s'appelait immeuble de la mort. Le système BIA a voulu que les gens qui ont mal conçu l'immeuble reconstruisent l'immeuble. Jusqu'au jour où le DG qui allait dans la brousse de Tchécos allait aider les gens de Tchécos à savoir qu'ils sont au Cameroun, a décidé contre vents et marées de remettre cet immeuble en flambant neuf. Et la première réaction de ceux qui l'avaient mal construit, c'était de venir arracher les clés et de dire qu'il ne faut pas que Paul Biya sache que c'est lui qui a construit. Où voulez-vous nous amener? Vous allez comprendre. Pour reconstruire, il faut qu'on ait construit. Il faut qu'on ait détruit ce qu'on a construit. Soit par soi-même, soit par le vent ou tout ce que vous voulez. C'est pour ça que j'ai parlé de l'immeuble. Dans le cas d'espèce d'équipe. Maintenant, il faut que... Qui a détruit? Je dis que j'en viens. Pourquoi vous m'arrêtez en cours de route? Parce que la régie... La régie va comprendre. Je vais très rapidement. Maintenant, il ne faut pas que le même architecte qui avait conçu ce qui a été détruit par le vent ou que nous avons détruit, soit celui qui vient reconstruire. Sinon, on va revenir après de construire et tout ce que vous voulez. Je ne comprends pas l'empressement du ministre des Sports, au moment où la FECAFOOT se refonde, au moment où le chef de l'État, et je comprends, il faut qu'il revienne, qu'il nous donne le rapport qu'on lui a transmis. En ce moment-là, un ministre des Sports fait une note de service pour nommer quelqu'un qui a un contrat. Voilà. Mais je vous dis, ne parlez pas de tout, c'est du perdre de temps pour rien. Quelqu'un a un contrat de 2 ans. Mais vous lui faites une note de service pour dire qu'il a été nommé. Nous savions qu'il faut établir les responsabilités. Maintenant, le Cameroun sait que les gens qui ont mené la débâcle depuis 2010, c'est les adjoints de Fonkefinke. Fonkefinke, ça tout le monde dit. C'est le pauvre journaliste de la CRTV qui nous envoie les SMS pour dire comment les matchs se font. C'est le team press manager, mais ce n'est ni le ministre, ni le secrétaire de la présidence de la République qui avait imposé les saluts les taux alors que ce monsieur n'en voulait pas, ni
l'entraîneur, dont tout le monde savait qu'il était un Tibétain qui ne sait pas de quoi il s'agit. Donc voilà le vrai problème qu'il faut prendre en charge. Maintenant, pour conclure, le Cameroun a deux petits problèmes de football. C'est la relation entre la FECAFOOT et l'État du Cameroun, la relation entre la FECAFOOT et la FIFA. Que l'État quitte sur les problèmes, qu'il laisse la FECAFOOT, qui est en train de se refonder, être entièrement responsable de tout le football camerounais pour que le moment venu, on sache qui a fait quoi, qui n'a pas fait quoi. Le flou qu'on entretient là nous empêche de savoir qui fait quoi. Et Volker Finkel l'a dit dans le journal Le Jour. Quand j'ai décidé de parler, ils m'ont dit de se calmer parce que je leur ai dit que s'ils me font ça, je vais me fâcher. C'est dans le journal Le Jour, quand il expliquait pourquoi il a enlevé Samuel Eto'o. On termine par vous. Une petite réaction. J'ai trop pitié des lions indomptables du Cameroun. Je l'ai déjà dit ici à la veille de la Coupe du Monde qu'on ne fera rien. Et j'avais sorti beaucoup d'éléments. On m'a taxé de... Je n'étais pas patriote. Parce que j'ai pitié de Mbia, de mon petit frère Mbia, parce qu'ils sont arrivés, il y a beaucoup d'enthousiasme. Le même système qui a conduit à l'échec en 2010, en 2014 est resté en place. Non, on n'ira nulle part, vous allez voir. Quand les RDC et autres vont nous battre, on va toujours appeler les taux et autres. Donc vraiment, le même système est en place. On ne peut aller nulle part. Vraiment, c'est que j'ai trop pitié de Mbia et ses coéquipiers. On ne peut pas. Il y a des gens... Non, ça ne marche pas. Ok, d'accord, merci. C'est terminé pour ce programme. Mais quand même faire une chose. Hein. Faisons justice au sport en général. Il y a des petites filles qui ont gagné des médailles là. Ils ont fait chanter l'hymne national du Cameroun. Et on n'en parlait pas pour parler de ceux qui n'ont rien foutu. Merci François, merci Soulé, merci François Bicot, merci. La rediffusion de ce programme lundi quand il sera à 23h. Madame, monsieur, d'ici à là, gardez le sourire, bien le bonsoir.